6 ponts, une seule nuit. Et au matin, le port le plus stratégique d'Iran se retrouvait coupé du reste du pays. Pas une station radar, pas une vedette de patrouille, pas une batterie de missiles. Des routes, les routes qui transportent le carburant, les armes et les approvisionnements militaires, celles qui relient le grand port du sud à la capitale. Disparues en quelques heures. Et je veux que vous compreniez pourquoi cela change tout. Parce que ce n'est pas la suite de la campagne que vous suivez depuis des semaines, c'est un autre type d'opération. Les analystes qui suivent ce conflit parlent d'un tournant stratégique, pas à cause de ce qui a été détruit, à cause de ce que cela révèle sur la nature réelle de la guerre moderne. Voici la question que je veux vous poser d'emblée, et gardez-la en tête jusqu'au bout. Que vaut le missile le plus perfectionné du monde s'il ne peut jamais quitter l'entrepôt où il dort ? Une précision d'abord, comme toujours, parce que je tiens à votre confiance. Ce récit s'inscrit dans un scénario daté de 2026, avec une guerre entre les États-Unis et l'Iran. Traitez les événements précis comme une analyse, une lecture, et non comme un bulletin d'information vérifié fait parfait. Ce qui m'intéresse, c'est pas de vous dire quel pont exact est tombé tel jour, c'est la mécanique que cette histoire éclaire. Et cette mécanique, elle, est une des lois les plus anciennes et les plus mal comprises de la guerre. Alors entrons dedans. Premier domino. Pourquoi un port et pas un arsenal ? Le port frappé dans ce scénario s'appelle Bandar Abbas. Retenez ce nom parce que tout tient à lui. C'est pas un port comme un autre, il est posé directement sur le détroit d'Ormuz. Il abrite le quartier général de la marine des gardiens de la Révolution. C'est l'artère logistique principale, à la fois militaire et commerciale, qui relie toutes les opérations côtières du sud de l'Iran au reste du pays. Par ce port passent les armes, par ce port passe le carburant, par ce port passent les approvisionnements des unités qui opèrent le long du détroit. Et par ce port transite aussi la flotte fantôme iranienne, ce réseau de pétroliers non identifiés que l'Iran utilise pour continuer à vendre son pétrole malgré les sanctions. Tout ce qui fait vivre la puissance iranienne dans cette région converge vers ce nœud unique. Il faut mesurer la géographie de la chose, parce qu'elle est toute l'histoire. Les ponts frappés portent le trafic qui sort de Bandar Abbas vers l'intérieur, vers les grandes villes, et de là vers la capitale. La gare de triage détruite à l'ouest de la ville était le point de connexion de la ligne ferroviaire qui monte vers Téhéran. Et dans la même opération, selon ce scénario, une tour de contrôle maritime aurait été endommagée dans un autre port, sur le golfe d'Oman, une installation exploitée conjointement avec l'Inde. Autrement dit, on ne frappe pas au hasard, on frappe précisément les points où les flux se rejoignent, les carrefours, les valves, là où couper une seule route en paralyse 10. Alors quand on coupe les ponts et les voies ferrées qui alimentent Bandar Abbas, on ne détruit pas seulement du béton et de l'acier. On crée une rupture de la chaîne d'approvisionnement dont les effets s'aggravent chaque jour que les routes restent impraticables. Et l'administration provinciale l'a reconnu presque en direct. Les routes menant à Bandar Abbas ont d'abord été bloquées, puis le trafic a repris lentement, en priant les habitants d'éviter tout déplacement non essentiel. Traduisez cela, les ponts encore debout sont désormais saturés par tout le trafic détourné, créant leur propre goulot d'étranglement sans même qu'il soit besoin de nouvelles frappes. Une fois l'artère principale pincée, les artères secondaires s'engorgent d'elles-mêmes, le blocage se propage tout seul. Et voici la phrase qui résume toute la logique de cette guerre. Peu importe combien de missiles sont stockés dans une montagne au sud d'Ispahan s'ils ne peuvent pas être physiquement déplacés de l'endroit où ils dorment vers l'endroit d'où on les tire, relisez cette phrase, lentement. Un missile qui ne peut pas bouger n'est pas une arme, c'est un rocher. Un rocher très cher, très sophistiqué, parfaitement inutile. La puissance de feu d'un pays ne vaut rien sans les artères qui la font circuler. Voilà le premier domino, et c'est le plus important de tous. La vraie cible n'était pas la force iranienne, c'était sa capacité à la déplacer. Deuxième domino, la tenaille. Car ces frappes sur les ponts ne sont pas arrivées seules. Elles s'inscrivent dans une stratégie à deux mâchoires, et c'est leur combinaison qui fait toute leur efficacité. Quelques jours plus tôt, dans ce scénario, les États-Unis rétablissent un blocus naval complet des ports iraniens. Ils ferment par la mer. Puis, avec les frappes sur les ponts, ils commencent à fermer par la terre. Une tenaille. Ce qui ne peut plus passer par bateau ne peut pas non plus passer par la route. Les deux mâchoires se referment sur le même objectif, empêcher l'Iran de déplacer ses fournitures militaires, son carburant et ses armes, depuis les sites de stockage vers la côte, de la côte vers les positions de tir, et des positions de tir vers les cibles. Il y a dans ce scénario un épisode qui illustre parfaitement le message. Un pétrolier commercial ignore les avertissements répétés des forces américaines et continue de foncer vers le principal terminal d'exportation de brut iranien. Un avion américain le neutralise, non pas en le détruisant, non pas en tuant son équipage, mais en tirant un missile air-sol précisément dans sa cheminée pour stopper sa propulsion sans percer les cuves ni provoquer de marée noire. Le navire s'immobilise, puis fait demi-tour. Et cette tenaille frappe l'Iran à un deuxième endroit sensible, le portefeuille.
car le port visé est aussi le cœur de la flotte fantôme, ce réseau de pétroliers non identifiés grâce auquel l'Iran contourne les sanctions et vend son brut. En pinçant les artères de ce port, on ne bloque pas seulement des armes, on tarit une des principales sources de devises du régime. La même frappe coupe donc d'un seul geste, le muscle militaire et l'argent qu'il nourrit. C'est là toute l'élégance cruelle d'une stratégie logistique bien menée, à un point, plusieurs effets. On ne choisit pas entre affaiblir l'armée et affaiblir l'économie. On fait les deux avec le même pont. Mesurez la précision de ce geste. Il ne s'agit pas de couler, il s'agit de dire. Le message adressé à chaque armateur de la planète est limpide. Respectez le blocus et vous passez librement. Défiez-le et votre navire s'arrête. Pas de sang, pas de spectacle, juste une démonstration froide de qui contrôle vraiment le mouvement. Et dans une guerre logistique, le contrôle du mouvement, c'est tout. Troisième domino, l'effet cumulatif. Cette stratégie a une caractéristique qui la rend redoutable et presque contre-intuitive pour nous qui sommes habitués aux frappes spectaculaires. Elle ne cherche pas le coup décisif unique, celui qui règle le problème en une nuit. Elle mise sur la patience, sur la dégradation cumulative, sur la capacité à frapper la même chaîne d'approvisionnement sous plusieurs angles à la fois, encore et encore, jusqu'à ce que l'effet composé devienne opérationnellement décisif. Et l'indicateur le plus visible que cet effet fonctionne dans ce scénario, c'est le rythme des tirs de missiles iraniens. Plusieurs analystes le décrivent en chute nette. Là où l'Iran tirait à un rythme soutenu dans les premières semaines, il n'en générait plus qu'une douzaine par jour. Une douzaine. Retenez ce chiffre parce qu'il raconte exactement ce que la stratégie logistique cherche à produire. On n'a pas détruit chaque missile iranien. C'est impossible, ils sont trop nombreux, trop dispersés, trop bien cachés. On a simplement rendu de plus en plus difficile de les déplacer, de les positionner et de les tirer au rythme nécessaire pour soutenir une campagne efficace. On n'a pas asséché le réservoir, on a pincé le tuyau. Une douzaine de missiles par jour, cela peut encore sembler beaucoup. Alors comparons. Dans les phases intenses de ce type de conflit, un pays comme l'Iran peut chercher à tirer par salve de dizaines de missiles pour saturer les défenses adverses. Passer à une douzaine, c'est passer d'un déluge à un goutte à goutte. Et contre les défenses navales américaines, un goutte à goutte est presque toujours intercepté. Le missile qui arrive seul et le missile qu'on abat, c'est toute la différence entre une pluie qui submerge et quelques gouttes qu'on essuie. La stratégie logistique ne cherche pas à empêcher chaque tir. Elle cherche à casser le rythme pour transformer une menace de saturation en une simple nuisance gérable. Il faut d'ailleurs ici une précision d'honnêteté parce qu'elle illustre comment lire ce genre de guerre. Dans ce scénario, on prête au président américain l'affirmation que l'Iran aurait tiré 111 missiles sur un porte-avions en 1 heure et que tous auraient été interceptés. C'est une affirmation spectaculaire. Mais elle vient d'une seule bouche, celle d'un dirigeant, et n'a pas été confirmée de façon indépendante. Le réflexe honnête, c'est pas de la répéter comme un fait établi, ni de la rejeter d'un revers de main. C'est de la ranger dans la bonne case. Une affirmation à vérifier. Ce qui est solide, en revanche, c'est le tableau d'ensemble cohérent à travers plusieurs sources des défenses navales qui interceptent la grande majorité de ce que l'Iran leur envoie. Apprenez à faire ce tri, parce qu'en temps de guerre, la première victime est toujours la vérité, et la seconde, votre capacité à la distinguer de la propagande. Et il y a un signe qui ne trompe pas dans ce scénario. Pour la première fois, le ministère iranien de l'énergie admet publiquement que les infrastructures électriques du pays ont été endommagées et demande à la population du Sud de réduire sa consommation. Cela peut sembler un détail, c'en est un majeur, car depuis le début, la communication officielle s'était efforcée de minimiser l'impact de la campagne. Quand un régime qui niait tout commence à demander à ses citoyens d'économiser l'électricité, c'est une fissure dans le récit. Et les fissures, en temps de guerre, en disent souvent plus long que les communiqués. Quatrième domino, la guerre qui déborde. Face à cette tenaille, l'Iran riposte. Et sa riposte franchit une ligne. Dans ce scénario, l'Iran frappe une centrale électrique et une usine de dessalement d'eau au Koweït. Arrêtons-nous parce que ce détail est lourd de sens. Une usine de dessalement n'est une cible militaire selon aucune définition. C'est l'infrastructure qui produit l'eau potable de toute une population dans un pays désertique qui ne peut littéralement pas survivre sans elle. La frapper délibérément alors qu'il fait dehors 46 degrés, l'un des endroits habités les plus chauds de la planète en plein été, ce n'est plus attaquer une base militaire. C'est autre chose. C'est signaler que l'on est prêt à s'en prendre à l'eau, que boivent des civils, dans les pays que l'on tient pour complices de l'ennemi. Il y a là un basculement dont on ne mesure pas toujours la gravité. Tant qu'une guerre vise les armes et les défenses, elle reste d'une certaine manière réversible. Deux camps peuvent échanger des frappes militaires, puis un jour s'asseoir et présenter tout cela comme des actions proportionnées entre soldats. Mais quand on se met à viser l'eau potable, l'électricité, les ponts que traversent les civils, on change la nature même du conflit. On franchit une frontière morale qu'il est très difficile de refranchir en sens inverse,
Et ce type d'escalade a une propriété perverse. Une fois qu'un camp l'a normalisé, l'autre s'estime autorisé à faire de même. La centrale électrique répond à la gare de triage, l'usine d'eau répond au pont. Chaque coup abaisse le seuil du coup suivant. Les analystes ont un nom pour la logique de fond de l'Iran. Dans ce scénario, la stratégie du péage, l'idée n'est pas seulement de gagner l'échange militaire du moment, c'est d'établir une influence durable sur le détroit d'Ormuz, une influence qui survivrait à n'importe quel accord de paix. Puisqu'un cinquième du pétrole mondial passe chaque jour par ce détroit, un pays capable de menacer ce flux, même sans le fermer complètement, tient un levier sur l'économie de la planète entière. En frappant les infrastructures des voisins du Golfe, l'Iran veut démontrer une chose, que le coup de s'opposer à ses ambitions sur le détroit ne s'arrête pas à ses propres frontières, qu'il déborde chez tous ceux qui aident l'Amérique. Et il y a dans ce scénario un fil surprenant qui montre à quel point ces guerres que l'on croit séparées n'en font qu'une. Un fil qui relie le détroit d'Ormuz aux plaines d'Ukraine. Souvenez-vous, les drones que l'Iran a longtemps fournis à la Russie pour frapper les villes ukrainiennes sont de conception iranienne, ces fameux engins de type Shahed. Or, qui au monde possède aujourd'hui le plus d'expérience pour abattre ces drones-là? L'Ukraine. Des années durant, nuit après nuit, les Ukrainiens ont appris à les repérer, à les brouiller, à les détruire. Ils en sont devenus les meilleurs spécialistes de la planète, par nécessité. Et dans ce scénario, quand les Américains cherchent à défendre la navigation dans le Golfe contre ces mêmes drones iraniens, ils se tournent vers Kiev. L'Ukraine accepte d'envoyer des experts militaires dans la région du Golfe pour soutenir, selon les mots employés, des efforts concrets de stabilisation et de sécurisation de la navigation. Laissez cette image infuser. Des ingénieurs ukrainiens façonnés par la guerre contre la Russie, aidant à protéger des pétroliers dans le détroit d'Ormuz contre des drones que la Russie utilise contre eux chez eux, le monde n'a pas plusieurs guerres séparées. Il a un seul champ de bataille où les mêmes armes, les mêmes savoir-faire circulent d'un théâtre à l'autre. Et l'homme qui coordonnait une partie de ce soutien ukrainien dans ce scénario était précisément le ministre dont le limogeage vient de provoquer des manifestations à Kiev. Tirez un fil quelque part et quelque chose bouge à des milliers de kilomètres. Voilà la vraie forme de notre époque. Il y a aussi dans ce scénario un signe révélateur du côté iranien. À un moment, la diplomatie américaine laisse entendre qu'un accord de fin de conflit serait imminent, que les termes auraient été acceptés au plus haut niveau. Et en quelques heures, une partie du pouvoir iranien dément publiquement, rien n'a été signé, rien n'a été accepté, un camp explore une sortie, un autre nie qu'une sortie existe. Quand un gouvernement parle ainsi de deux voix contradictoires en public, c'est pas seulement de la confusion, c'est le symptôme d'un pouvoir sous tension, dont les fractures internes deviennent visibles de l'extérieur. Et cette visibilité même est une forme de renseignement, elle dit à quel point la pression exercée sur lui est réelle. Un régime sûr lui parle d'une seule voix. Un régime qui se fissure laisse entendre ses factions. Et c'est ici que je veux ralentir, parce qu'on touche à l'insight, le cœur de toute cette affaire. Il y a une phrase attribuée au général américain Omar Bradley qui devrait être gravée dans toutes les écoles de guerre. Les amateurs parlent de stratégie, les professionnels parlent de logistique. Retenez-la, parce qu'elle explique presque tous les grands renversements de l'histoire. On imagine toujours les guerres comme des chocs d'armée, des batailles héroïques, des arts miracles. Mais la vérité, plus grise, plus ennuyeuse, plus implacable, c'est que les guerres se gagnent et se perdent sur les routes, les ponts, les voies ferrées, les dépôts de carburant. Sur ce que les militaires appellent, d'un mot terne, la logistique. C'est, à dire, l'art de relier une force à elle-même. L'histoire en offre un exemple lumineux. Au printemps 1944, avant le débarquement de Normandie, les Alliés n'ont pas seulement bombardé les défenses allemandes. Ils ont méthodiquement détruit les ponts et les nœuds ferroviaires de tout le nord de la France. On appelait cela le plan de transport. L'objectif n'était pas de tuer des soldats. C'était d'empêcher l'armée allemande d'amener ses renforts vers les plages une fois le débarquement lancé. Et cela a marché. Les divisions allemandes, pourtant redoutables, sont arrivées trop tard, en ordre dispersé, parce qu'elles ne pouvaient plus circuler. On n'a pas vaincu la puissance allemande de front. On l'a désarticulée en la coupant d'elle-même. Et remonter plus loin encore, en 1812, quand la grande armée de Napoléon, la plus puissante d'Europe, n'a pas été détruite par une bataille perdue, mais par l'effondrement de ses lignes de ravitaillement dans l'immensité russe, la faim, le froid, les chevaux morts, les convois qui n'arrivaient plus. Une armée invincible sur le papier, dissoute par la simple impossibilité de se nourrir. Voilà l'insight, et je veux qu'il reste avec vous longtemps après cette vidéo. On ne gagne pas une guerre en détruisant les armes de l'ennemi. On la gagne en coupant ce qui relie l'ennemi à lui-même. La force sans le mouvement n'est rien. Le muscle sans les artères est déjà mort, il ne le sait pas encore. Faisons une courte pause humaine, parce que derrière ces ponts, il y a des vies.
Prenez cette scène à titre de reconstitution représentative, une petite ville sur la route de Bandar Abbas, un homme, appelons-le Reza, chauffeur routier, la cinquantaine. Il ne transporte pas d'armes. Il transporte des fruits, des pièces détachées, ce qui fait vivre les marchés. Un matin, le pont qu'il traverse depuis 30 ans n'existe plus, sa route habituelle est coupée. Il doit faire un immense détour par les seuls ponts encore debout, désormais engorgés par tout le trafic redirigé. Ce qui lui prenait 1 heure lui en prend 6, le carburant manque, les marchandises pourrissent, et Reza, qui n'a jamais tenu une arme, découvre que dans une guerre logistique, il n'y a pas de civils. Tout le monde roule sur les mêmes ponts. Quand on coupe l'artère d'une armée, on coupe aussi celle d'un peuple. Ce qui nous ramène à nous, à la France, au Canada, à nos vies si confortablement approvisionnées. Nous croyons vivre loin de ce genre de fragilité. C'est une illusion. Nos sociétés modernes reposent sur des chaînes d'approvisionnement tendues à l'extrême, ce que l'on appelle le flux tendu. Les supermarchés n'ont que quelques jours de stock. Les hôpitaux dépendent de médicaments fabriqués à l'autre bout du monde. Nos villes sont nourries par une poignée de ports, de ponts, d'autoroutes, de nœuds logistiques. Coupez quelques-uns de ces points, et c'est toute la machine qui se grippe. Souvenez-vous de ce simple porte-conteneur échoué en travers du canal de Suez il y a quelques années. Un seul navire, coincé dans un seul goulot, a paralysé une part du commerce mondial pendant des jours et coûté des milliards. Aucune bombe. Juste un bouchon. Cela nous a offert un aperçu presque gratuit de notre propre vulnérabilité. Imaginez maintenant que ce bouchon soit délibéré. Imaginez qu'un adversaire décide non pas de nous affronter de front, mais de pincer nos artères. Et c'est pas de la théorie. La France a vu lors de certains blocages de raffineries ou de dépôts de carburant des fils se former aux stations-service en quelques jours à cause de quelques points bloqués sur une carte. Le Canada, pays continent, dépend d'une poignée de corridors ferroviaires et de ponts pour relier ses régions et acheminer ses ressources. Il a suffi, il y a quelques années, du blocage de certaines lignes ferroviaires pour paralyser une partie de son économie pendant des semaines. Nous avons déjà, chacun chez nous, goûté à cette fragilité sans qu'aucun ennemi ne nous vise. Simplement parce que nos artères sont peu nombreuses et que nous avons cessé de les regarder. Un adversaire qui voudrait nous frapper, demain n'aurait pas besoin d'envahir. Il lui suffirait de connaître nos caillots potentiels mieux que nous. C'est la leçon la plus dérangeante de cette histoire, et elle vaut pour la France comme pour le Canada. Une société n'est pas forte parce qu'elle possède des armes, elle est forte parce que ses artères tiennent. Un pays, comme un corps, ne meurt pas forcément d'un coup au cœur. Il peut mourir d'un caillot, quelque part, dans un vaisseau qu'on avait cessé de surveiller. La vraie sécurité nationale, à l'ère du flux tendu, ce n'est pas seulement d'avoir des soldats. C'est de savoir où sont nos ponts, nos câbles, nos ports, et de se demander, avant qu'il ne soit trop tard, ce qui se passerait si l'un d'eux venait à manquer. Alors récapitulons la mécanique, parce qu'elle est d'une logique parfaite. On frappe pas l'arsenal iranien, on frappe le port qui le fait circuler, Bandar Abbas, le nœud de toutes les artères, on referme une tenaille, blocus par la mer, pont coupé par la terre. L'effet est cumulatif patient et il se lit dans un seul chiffre le rythme des tirs iraniens tombés à une 12aine par jour. L'Iran riposte en débordant vers les infrastructures civiles des voisins, une usine d'eau potable, parce que sa vraie ambition est le péage sur le détroit. Et derrière tout cela, une loi vieille comme la guerre, on ne gagne pas en détruisant les armes de l'ennemi, mais en coupant ce qui les relie à lui-même. Reste une dernière question, la plus grave, et je vous la laisse. Après un échange de missiles, deux camps peuvent encore, un jour, se rasseoir et présenter cela comme une action militaire proportionnée. Mais après avoir démonté, pont par pont, gare par gare, le réseau qui permet à un pays de rester relié à lui-même, après avoir frappé l'eau que boivent des civils, on peut reconstruire un pont en quelques mois. La confiance, elle, met des générations. Et ce type de guerre, celle qui vise les artères plutôt que les armées, a cela de terrible qu'elle est facile à commencer et presque impossible à défaire. On sait toujours quel pont on fait tomber. On ne sait jamais combien de temps il faudra pour reconstruire ce qui passait dessus.